frère et consoeur en littérature et néanmoins ami. Rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de lire tout ce qui se trouve devant moi parce que je suis juriste et par conséquent très attentif aux droits de l'homme, parmi lesquels se trouve un qui n'est écrit nulle part mais qui est peut-être le plus important, c'est celui de ne pas subir des exposés trop longs. Bien, ne perdons donc pas de temps et commençons par quelques éléments sur la vie de Marie Gewers, qui est postérieure chronologiquement à Neldorf, puisqu'elle est née en 1883 et elle est morte en 1975. Bien, contrairement à Neldorf, Marie Gewers est quelqu'un qui est né dans une famille aisée, dans un domaine près d'Anvers qui existe toujours mais qui n'est pas ouvert au public, qui s'appelle Missembourg, qui est, au point de vue administratif, rattaché, enfin faisant partie, disons, de la commune d'Edegem, qui se trouve aux environs d'Anvers, disons ce qu'on pourrait appeler la grande banlieue d'Anvers. Ses parents ont donc là une propriété importante, plusieurs hectares, un château, un manoir, gentilhommière, comme vous voulez. Attention, pas quelque chose qui remonte au Moyen-Âge, c'est un château du 19e siècle. Mais elle vit donc dans l'aisance. Elle est élevée par ses parents avec qui elle a certainement de très bons rapports. Elle est même élevée particulièrement par sa mère parce qu'elle ne va pas à l'école. Vous en doutez, ce n'est pas à cause de problèmes mentaux, psychiques, psychologiques. Non, sa mère préfère l'éduquer en français. Ses parents sont de bons bourgeois francophones des Flandres et elle est élevée à domicile par sa mère, un instituteur du village, venant toutefois lui apprendre le néerlandais pour qu'elle connaisse la langue de la région. Elle a donc une enfance heureuse, sans qu'il y ait nécessairement de lien de causalité avec le fait qu'elle n'aille pas à l'école. Il y a des écoliers heureux, heureusement. Et elle n'ira pas non plus à l'université ni dans une école secondaire par la suite. Elle va se marier encore avant la guerre de 14. Un mariage heureux. Elle aura 3 enfants, dont l'un est très connu. Il nous a quittés aussi il y a déjà une vingtaine d'années. Mais c'est Paul Willems, qui est un dramaturge belge bien connu, qui a eu en plus une activité importante. Il a fait sa carrière au Palais des Beaux-Arts, il a terminé comme secrétaire général du Palais des Beaux-Arts, il est mort en 1997. Et Marie Gewers avait également une fille, Antoinette, qui était une illustratrice et qui a illustré une série de contes pour enfants rédigés par sa mère. Au départ, Marie Gewers, qui continue d'ailleurs, devenue adulte, à habiter à Missembourg, dans le domaine familial, qu'elle ne quittera pas d'ailleurs, si ce n'est pour des voyages, mais c'est là qu'elle vivra et qu'elle mourra. Marie Gewers se tourne d'abord sur le plan littéraire vers la poésie. Il a des contacts avec Émile Verhaeren, avant la guerre de 14 forcément, puisqu'il est mort pendant cette guerre. Mais elle va, après, dès l'entre-deux-guerres, se tourner nettement plus vers le roman, et c'est d'ailleurs en tant que romancière qu'elle continue à être connue. C'est une poétesse. J'avoue que je n'ai pas lu ses poèmes, hein. J'ai lu les romans, et on en parle essentiellement comme d'une de nos grandes romancières. Si Jean-Baptiste Barognan était là, il se lèverait tout de suite. Oui, mais pas la plus grande, parce que le plus grand, c'est Simenon. Nous savons ça. Aussi, je ne ferai pas de comparaison, mais je dirais simplement que c'est une de nos grandes romancières. Bien. Et sur le plan privé, elle va avoir une vie heureuse, je dirais, à l'exception de 2 coups durs qui arrivent pendant la guerre. D'abord son fils, pas Paul Willems bien sûr, parce qu'il n'est mort que bien plus tard, mais son autre fils périt dans un bombardement en 1943. Et quelques mois après, c'est son mari qui meurt de mort naturelle. Mais Marie Gewers est quelqu'un qui a beaucoup de ressorts. Elle est évidemment très atteinte, ça se sent dans certains écrits, mais comme elle a du ressort, elle reprend le dessus, elle va continuer
à avoir une activité littéraire soutenue. Comme je vous l'ai dit, elle sort très peu de son domaine. Elle va faire 3 voyages en Afrique centrale parce que sa fille, que je vous ai évoquée, sa fille illustratrice, réside et travaille au Rwanda. Alors elle va faire 3 voyages au Rwanda après la guerre. Je vous parlerai d'ailleurs pour terminer de ce qu'elle a écrit à l'occasion de ces voyages, parce que, dépendamment des romans et des poèmes, il y a donc des récits de voyages qui sont tout à fait intéressants sur le Congo et le Rwanda. Bien. Pendant la guerre de 14, elle est partie en Hollande. La Hollande était neutre pendant la guerre de 14, ne l'oublions pas. Son mari, lui, était en Angleterre, mais elle était en Hollande, pays neutre. Pendant la guerre de 40, ça n'aurait pas servi à grand-chose d'aller en Hollande. Elle était tout aussi occupée que nous, peut-être même encore plus sévèrement. Elle est restée en Belgique et j'ai appris tout récemment qu'elle avait eu des ennuis. On en parle guère dans ses biographies. On en parle guère. Elle a subi un blâme après la guerre, mais bon, c'est un blâme, il n'y a pas eu d'ennui judiciaire. Dieu sait qu'on a poursuivi des centaines, même des milliers de gens, il n'a pas fait l'objet de poursuites. Donc, il y a peut-être une attitude, c'était certainement une pacifiste, bien sûr. Peut-être que le fait de ne pas avoir pris suffisamment fait et cause pour la résistance a suffi à susciter des jalousies, parce qu'enfin, entre écrivains, pareil, je me suis laissé dire que ça existe. Entre écrivains et écrivaines, il y a des jalousies. Ça a peut-être suffi. En tout cas, je vous dis, pas de poursuite, pas de sanction non plus du côté de l'Académie, parce qu'enfin, elle était entrée avant la guerre, en 1937, à l'Académie royale de langue et de littérature française, forcément, parce qu'elle écrivait en français. Et je signale que c'est la première femme à avoir été admise dans cette auguste institution. Bien, alors voilà ce qu'on peut dire sur sa biographie. Avant de parler des thèmes qui reviennent dans ses œuvres, je signale pour ceux et celles, bien sûr, qui voudraient en savoir plus, qu'il y a évidemment une série d'articles qui ont été consacrés à Marie Guevers, qui a vécu longtemps, évidemment, était déjà quelqu'un qui est déjà célèbre comme écrivaine de son vivant, bien sûr. On n'a pas attendu sa mort pour parler d'elle. Enfin, pour celles et ceux qui seraient intéressés par des articles tout à fait accessibles sur cette romancière, je signale qu'il y a à la fin de Vie et mort d'un étang, dans l'édition que j'ai, en tout cas l'édition aux éditions Luc Pire, une lecture de Jacques Sels, qui est un essayiste romancier disparu il y a 4 ans seulement, romancier, dramaturge, nouvelliste, que je trouve bien faite et très, très instructive. Vous verrez également à la fin de la Grande Marée, une notice importante de Pierre Allen. Pierre Allen, qui est un romaniste qui, à ma connaissance, est toujours avec nous. Il est né en 1956, un romaniste, professeur dans le secondaire, puis assistant à l'université de Louvain et professeur à l'université de Metz. Il y a là une étude, pas seulement sur le roman, mais sur toute l'œuvre de Marie Guevers, qui me paraît très bien. Et enfin, je signale qu'à la fin de mon édition de Madame Orpha, qui est publiée chez Espace Nord en 2005, vous avez une très fine analyse de l'œuvre et du style de Marie Guevers par une dame, une romaniste et philologue, Véronique Jagot-Antoine.
Voilà, voyons donc maintenant les thèmes. Je vais vous parler par thème plutôt que par roman. Quels sont les thèmes qu'on rencontre principalement dans l'œuvre de Marie Guevers? Il y a incontestablement le thème de Missembourg. Là qu'elle a vécu, il y a eu une enfance heureuse, c'est très important pour la suite de l'existence, je ne vous apprends rien. Et ce thème de Missembourg revient dans toute une série de romans. Il y a d'abord Vie et mort d'un étang. C'est un étang qui se trouvait dans le domaine de Missembourg. Alors pourquoi Vie et mort de l'étang? Parce que cet étang a été asséché indirectement parce qu'on a construit aux environs du domaine un viaduc pour lequel il a fallu pomper de façon importante pour assécher le sous-sol. Ce pompage a fini par aboutir à l'assèchement de l'étang, d'où ce titre qui peut être surprenant. On trouve également le thème de Missembourg dans Madame Orpha. Orpha, ça vous paraît peut-être curieux, c'est écrit O-R-P-H-A, c'est un prénom que l'on rencontre parfois en campine de façon rarissime. Moi, je ne l'ai jamais entendu, mais enfin, d'après le commentateur, c'est un prénom campinois. Madame Orpha, un ouvrage de 1934 qui a remporté le prix populiste, attribué pour la première fois à une femme. Et on trouve également le thème de Missembourg dans Guldentop, qui est le nom d'un bandit qui a sévi pendant la Révolution française, enfin du moins pendant la période révolutionnaire où la Belgique a commencé à faire partie de la France, qui a été exécuté et dont certains, dans une légende, son fantôme revient encore régulièrement dans le coin. Je n'ai pas pu vérifier personnellement, mais enfin c'est ce qu'on dit. Les gens recherchent du coup le trésor que Guldentop aurait amassé et que personne n'a évidemment jamais retrouvé. Donc, vous avez encore vos chances, puisque personne n'y est arrivé jusqu'à présent. Alors, le thème de Missembourg se retrouve donc dans ces trois romans. Le thème des environs se trouve dans d'autres romans. Ils se passent à peu près tous dans la campagne environnante, soit en campine, soit sur les bords de l'Escaut. C'est le cas pour la Grande Marée qui décrit une inondation épouvantable à la suite d'une crue de l'Escaut. Vous trouvez également tous les environs, pas Missembourg, mais les environs de cette propriété dans La Comtesse des Digues, nom qui vous paraît peut-être un peu surprenant, mais je m'expliquerai à ce sujet dans un moment. Trouvez également ce thème des environs de Missembourg dans, la Grande Marée, j'allais conseiller Madame Orpha, et il y en a vraisemblablement encore un, Paix sur les champs, voilà. Bien, alors une ou deux petites lectures à ce sujet. Voici dans Vie et mort d'un étang, attends, que je ne me trompe pas de page. À la chute du jour, les fleurs de nénuphar, en se refermant, gardaient dans leur cœur un soleil d'étamine et de pistil. Elles restituaient cette image dès l'aurore. Ainsi en était-il de l'étang. Enveloppé la nuit d'un calice d'obscurité, on y retrouvait le matin tous les reflets parfaitement intacts. Or, si les arbres changeaient selon les saisons, la maison restait la même. Du pont, on la voyait tout entière, renversée dans le miroir. Tout y était, jusqu'aux girouettes en forme de comète, tout avec nous, ses habitants, à l'intérieur. Donc, tout ce qui passait dans la maison se passait aussi dans l'étang. L'eau, comme une mémoire, était chargée d'événements qui nous concernaient. Voilà pour l'étang, elle en reparle encore un peu plus loin. En été surtout, par les soirs de chaleur, on entendait des carpes gober une bulle d'air, des chauves-souris voltaient, les deux hiboux du grenier à foin étaient les hôtes les plus hautains, les plus nobles. C'était un honneur de les apercevoir. Il y avait enfin les vers luisants dans l'herbe de la berge. Ils ne luisent qu'à la saison des amours, assurait M. Duruy. J'en ai vu briller jusqu'en novembre.
On aurait pu les confondre avec les étoiles reflétées dans l'eau par les nuits claires. Et dans cet étang se trouve un oiseau que poétiquement les gens du XVIIIe siècle appelaient un alcyon. Plus prosaïquement, c'est un martin pêcheur. Et voici ce que la romancière nous en dit. Aux temps anciens, il couvait ses œufs au ras des flots, en Méditerranée, 8 jours avant et jusqu'à 8 jours après le solstice d'hiver, et alors la mer défendait à ses vagues de bouger, afin de ne pas compromettre l'éclosion des petits. Le martin pêcheur est un joyau couleur de printemps dès avant le printemps. Il a une pureté, une dureté de pierres précieuses, et on avait l'impression, le voyant passer, que s'il heurtait une branche dans son vol, il sonnerait comme une clochette de cristal. La psychologie de l'auteur à cette époque, parce que donc elle l'écrit plus tard, mais enfin ça se rapporte à son enfance. Oui. Nos vies à tous commencent par une période préhistorique, où nous vivons sans notion du temps et sans avoir conscience de vivre. Cette période est sans doute plus riche en sensations que tout le restant de l'existence. Ensuite, nous atteignons une sorte de Moyen-Âge, fait de foi absolue et de symboles. Aussi, lorsque je connus les chiffres, ils me représentèrent bien des objets familiers. Les temps traçaient un 8, évidemment, puisque nous étions 8 à habiter la grande île, le père, la mère, 6 enfants. La grande ours que ma mère me montrait le soir avait 8 étoiles aussi, en comptant le petit postillon que l'on distingue avec de bons yeux. Le postillon, c'était moi, puisque j'étais de tant d'années la plus jeune et de tant de centimètres la plus petite. Autre thème qui est dans la foulée de Missembourg, c'est le thème de la nature. Marie Guévert, c'est quelqu'un qui a beaucoup aimé la nature et qui en parle abondamment. Elle parle des gens aussi, nous le verrons, mais elle aime incontestablement bien la nature. Voici encore dans Vie et mort d'un étang, un échantillon de ce qu'elle dit sur le cas particulier de l'obscurité. Les gens des villes d'Occident ou des campagnes d'alentour ne savent plus rien de l'obscurité. Ils ne connaissent ni son velours pour les yeux, ni son rêve pour l'esprit, ni son importance pour le toucher, ni son repos, ni la valeur qu'elle donne à la lumière. Toujours un bouton électrique se trouve sous la main, un réverbère à portée du regard, une réverbération de néon dans le ciel. Sur la pluie, Dieu sait que c'est important dans un pays comme le nôtre, s'endormir par la pluie tranquille, un soir où naît le printemps, c'est déjà une bien belle fête. Mais que pendant toute l'enfance, la fenêtre aux larges ouvertes donne sur une eau paisible, qu'il y ait des arbres proches et que nul réverbère ne trouble l'alliance nocturne de la pluie et du monde végétal, ce sera là un grand privilège, dont la sensibilité, pour toujours, restera imprégnée. La pluie tranquille, n'oubliez pas un brin d'herbe jaunie par l'hiver, pas un rameau blessé par le nord, pas un des lichens altérés collés au tronc des vieux arbres, ni une tuile des toitures, ni une pierre des chaussées. Elle baignait, abreuvait, lavait toutes choses avec une adorable vertu de patience. Elle pénétrait même dans la cheminée, et profitant de ce que le poêle n'était pas allumé, elle s'installait à la place même destinée aux flammes et faisait un pacte avec la rouille. Également la nature dans un passage, dans de petits passages de La Comtesse des Digues. De tours en détours, la chaussée les menait à la grande digue de l'Escaut. Là, les oserées bourbeuses, coupées de fossés d'irrigation, s'engraissaient d'alluvions. Des rangées de peupliers du Canada bruissaient, dont les feuilles jeunes avaient encore le blond doré des pousses. En contrebas de la digue s'abritaient les noyers. Leurs bourgeons à peine éclos roussissaient en franges molles. De belles vaches tondaient ras les digues. Une paysanne assise dans l'herbe les gardait, le tricot en main. Ce n'est pas la même chose ici. Maintenant, c'est un de ces personnages principaux, l'héroïne du roman qui parle. Ce n'est pas la même chose, murmura-t-elle. Ici, je devine la couleur de l'eau sur le banc de sable, selon l'heure et la saison et la marée. Je prévois la hauteur du flot à marée haute au coude, là où il faut craindre les brèches, et le nombre de charretées que prend un terrassement. Je connais la forme exacte du banc devant ta mise.
Je sais où trouver le muguet, la reine des prés et la scabieuse. J'aime les tussilages qui revêtent le talus. Je connais les courants et les passes. Je puis sortir en barque par tous les temps et je sais où je puis me baigner où l'eau reste bleue et pure. Voilà sur la nature un autre thème important, c'est le féminisme. C'est le féminisme. D'abord, vous remarquerez à cet égard que Marie Guevers, qui avait épousé un monsieur Willems, écrit sous son nom à elle, son nom de jeune fille et pas le nom de Willems. C'est-à-dire qu'en littérature, c'est courant, ça n'est pas toujours le cas. Suzanne Lillard, par exemple, écrivait sous le nom de son mari. Bien, donc ça c'est un premier point. Comme je vous l'ai dit, sur le plan personnel, il y a donc toute sa carrière. Évidemment, elle était une femme auteure, ce qui n'était pas toujours évident non plus. Il n'y en avait quand même pas tellement. Et elle a été, je vous l'ai dit, la première à remporter le prix populiste, la première à devenir membre de l'Académie de langue et de littérature française. Bon, ça c'est pour sa vie, mais le féminisme se retrouve évidemment dans ses œuvres, dans La Grande Marée notamment, et surtout dans La Comtesse des Digues. La Comtesse des Digues, effectivement, un mot maintenant donc sur ce roman et particulièrement sur son titre. Voilà, dans les Flandres, il existe chez nous des polders. Alors les polders, c'est quelque chose de naturel. Je vous en donne pour éviter toute discussion là-dessus. La définition donnée par le dictionnaire, c'est un marais littoral endigué et asséché. D'abord en parlant des Pays-Bas, c'est un dictionnaire français, mais c'est étendu à la Belgique bien entendu. Alors au sens juridique. Au sens juridique parce que la comtesse des Digues, c'est une notion juridique. Ce n'est pas uniquement... on pourrait dire une comtesse, comme on dirait la duchesse de ceci ou la baronne de cela. Non, la comtesse des Digues, c'est un terme juridique. Là, au sens en droit belge, les polders, je cite, sont des administrations publiques instituées pour la conservation, l'assèchement et l'irrigation des terres endiguées conquises sur la mer et sur les cours d'eau soumis à la marée. C'est la définition donnée par la loi de 1957 relative aux polders, qui est remplacée en Flandre par un décret de la région flamande, mais la définition que je vous donne est toujours valable, est à mon avis plus claire que celle qui est adoptée dans le décret flamand, même si on le traduit. Et alors, ce polder, c'est donc une administration publique qui est dirigée par un personnage qui s'appelle le Dijkgraaf, donc littéralement le comte de la digue. Le Dijkgraaf qui est élu par une assemblée générale des propriétaires, les propriétaires de toutes les terres concernées se réunissent en assemblée générale et élisent donc ce Dijkgraaf. Ils élisent aussi ce qu'on appelle un receveur greffier, donc vous voyez quelqu'un qui tient la plume et qui reçoit les redevances quand il y en a, et des jurés. Les jurés, enfin l'ensemble des jurés, ça formerait ce que nous appellerions un comité ou un conseil d'administration, et donc choisi encore par les propriétaires. Voilà, et c'est de façon tout à fait réaliste que Marie Guevers nous parle de ce mécanisme. Elle cite également des dispositions du règlement des digues. Elle cite de façon tout à fait exacte deux dispositions donc, de ce règlement. La direction de chaque polder, nommée à la majorité de l'Assemblée générale des propriétaires, se composera pour les polders intérieurs d'un Dijkgraaf, d'un juré et d'un receveur greffier. Deuxième disposition, dans les grandes marées et toutes les fois que le polder courra le danger d'être inondé, le comte des digues, Dijkgraaf, se rendra sur la digue exposée et ne la quittera que lorsque le danger sera entièrement passé. Voilà. Le point de départ de la comtesse des digues, c'est la maladie et le décès d'un comte des digues qui exerçait sa profession de façon tout à fait convenable, la question n'est pas là, mais qui n'a plus pu le faire à partir du moment où il était gravement malade. Et alors, à la bonne franquette, si je puis dire, sans intervention de l'Assemblée générale des propriétaires, sa fille, avec le consentement tacite des voisins et des propriétaires, a repris son boulot. C'est elle qui, en fait, a assuré ce rôle de comte des digues, de Dijkgraaf, pendant quelque chose comme 2 ans.
Puis là-dessus, il meurt, alors il faut bien le remplacer. Il faut bien le remplacer, et elle est candidate. Et alors, vous avez une scène intéressante, c'est que, bon, les gens, ils l'aiment bien, ils doivent bien admettre qu'elle a fait l'intérim et qu'elle l'a fait de façon convenable, ils n'ont rien contre sa personnalité, le seul problème, c'est que c'est une femme, et qu'il n'y en a jamais eu, qui ont exercé cette fonction-là. Et alors, dans l'Assemblée des propriétaires se trouve, heureusement, un avocat. Enfin, heureusement, on dit ça, c'est parce qu'on connaît la suite, hein, sinon ça aurait pu être malheureusement. Mais enfin, bref, un avocat, et il le consulte par curiosité, peut-être aussi un peu lâchement, en disant s'il nous dit que ça ne va pas pour une femme, ben bon, ça est résolu, on doit plus se poser de questions. Mais il dit, mais rien ne s'y oppose. Rien ne s'y oppose. Nous sommes entre les deux guerres. Les femmes peuvent, par exemple, à ce moment-là, être déjà avocates. À partir de 1922, en Belgique, elles peuvent être avocates. Elles ne peuvent pas encore être notaires ou magistrats, ni députés. Ça ne viendra qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Elles ne sont même pas électrices. Elles sont électrices aux élections communales, pas aux élections législatives. Mais l'avocat dit non, moi je ne vois vraiment pas de problème. Et alors l'Assemblée élit Suzanne Briard, dont je vous ai lu un passage dans lequel elle s'exprime sur les environs de sa maison. Et elle est donc élue comtesse des Digues, d'où le titre du roman. Mais voilà, c'est extrêmement important de voir que Marie Guevers, là, a soutenu une thèse féministe. Voilà. Autre thème important aussi, évidemment, les gens. Les gens, Marie Guevers est issue d'une bourgeoisie aisée. Ce n'est pas pour ça qu'elle croit que c'est arrivé ou qu'elle méprise les gens de conditions sociales inférieures entre guillemets, des gens moins aisés qu'elle. Certainement pas. Au contraire, elle les aime beaucoup. Elle les met en scène. Il y a dans ses romans très peu d'avocats, de médecins, de riches propriétaires, de hauts fonctionnaires, de personnages politiques. Il y en a très peu. L'essentiel, ce sont les gens des environs, ce sont les paysans des environs. Et elle les observe de façon réaliste. Attendez, par exemple, le château de Louessam, celui-là je ne l'ai pas pris parce que ça faisait quand même beaucoup de choses. Mais c'est nouveau, dans La Comtesse des Digues, les voici le dimanche. Juin, par sentiers et digues, par champs et par prés, que de cyclistes, que de gens se rendaient à la messe en vêtements propres, presque élégants. Étaient-ce les travailleurs aux pieds nus écorçant l'osier toute la semaine? Étaient-ce les paysans boueux d'hier soir? Le coup de baguette du dimanche, dehors toutes les richesses. Et un peu plus loin, sur les rapports, je ne dis pas de force, mais enfin les rapports de voisinage entre les paysans de son coin. Les terres d'argile en exploitation s'éloignaient ainsi de plus en plus du puits primitif. Les propriétaires briquetiers calculent 50 ans à l'avance quelle terre il faut acquérir pour continuer leur industrie. Ces combinaisons donnent lieu à une sorte de jeu d'échecs conduit avec une âpreté incroyable entre les possesseurs d'argile. Il ne s'agit point de se laisser encercler par ses voisins. Des trains de wagonnets passent sous des routes, sous les chemins d'un briquetier rival. Il y a des procès et des transactions. Parfois des échanges de parcelles se font. Mais le plus souvent, des mariages bien arrangés apportent à tel briquetier telle terre convoitée. Le mariage de la tante, œuvre de la grand-mère Bria et du grand-père Verskuren, avait réuni 2 gros lopins d'argile et garanti 40 ans d'exploitation, auxquels l'union projetée pour marier à la 2e fille Verskuren ajouterait une dizaine d'années encore. Dans un autre roman, observation réaliste aussi des gens et sans critique de la part de l'auteur dans Madame Orpha, l'héroïne qui a donc ce prénom rare, est célibataire. Non, pardon, c'est le contraire. Son petit ami est célibataire, mais elle est la femme d'un fonctionnaire des contributions.
Personnage donc en Belgique évidemment antipathique a priori, les contributions, tout est mauvais, il faut frauder le fisc, etc. Mais ce bonhomme indépendamment de son métier est ce qu'on appelle en bon français un snul, si vous préférez un onusel ou un succulaire. Bref, il ne la satisfait absolument pas et elle trouve l'amour dans les bras d'un jardinier. Le village n'est pas entièrement réjoui, mais en fait il n'approuve pas vraiment. Mais là-dessus, le mari a la bonne idée de mourir. Alors les deux tourtereaux se mettent à vivre ensemble, mais nouvelle preuve d'ailleurs de réalisme aussi, ils ne se marient pas. Pourquoi? Parce que son mari étant fonctionnaire, et comme c'est pas elle qui l'a tué, elle a une pension de survie. Elle la perd si elle se remarie. Et là, les paysans, là, changent d'avis, ça, ils trouvent ça très bien. Ils trouvent ça tout à fait normal, on ne va pas aller se marier si on perd une pension. Hein. Voilà, Marie Guévers ne critique absolument pas ce genre de réaction. Bien, alors le temps avance, le thème du réalisme, bien, je crois que je l'ai déjà suffisamment évoqué en vous parlant des gens et en vous parlant de la nature. Vous avez vu qu'elle est à cet égard une romancière tout à fait réaliste. Je vais vous dire un mot, mais très brièvement, du thème du droit, parce qu'il est relativement peu abordé. Que quelqu'un vous parle du droit chez Balzac, tout le monde va trouver ça normal. Chez Marie Guévers, c'est plus étonnant. Mais enfin, bon, il y a des choses étonnantes. J'ai fait à ce sujet un article dans la Revue Générale, c'est quand encore en 2019, un article qui n'est pas très long, parce que c'est quand même quelque chose d'assez secondaire chez Marie Guévers. Le thème du droit, je vous dis, il est bien présent. Vous voyez, dans la Comtesse d'Édic, tout ça est décrit de façon tout à fait exacte. Et alors, de façon plus anecdotique, ce n'est pas le droit, c'est un personnage. C'est un personnage qui est juriste et qui exerce une profession juridique. C'est un notaire qui apparaît, c'est assez cocasse, dans un des rares livres qui se passe absolument pas en Flandre, mais c'est le récit d'un voyage, le voyage du frère Jean, d'un voyage que fait un couple d'Anversois qui conduit un ami jusqu'à Marseille où il va s'embarquer pour l'Égypte. Ouais, et alors, quand ils passent, ils font ce trajet, non pas en avion, vous vous en doutez bien, mais même pas en train, ils font ça en car. Toute une série de cars postaux, les uns après les autres en France. Ça prend un certain temps, mais ils ont le temps, donc c'est pas un problème, ils en profitent pour voir du pays. Et alors, ils passent notamment dans le département de l'Ardèche, sauf erreur, pas très loin en tout cas de Montélimar. Ça, Montélimar, c'est plus connu. Hein, c'était un fameux bouchon du temps avant qu'il y ait des autoroutes, et puis il y a les nougats de Montélimar. Pas très loin de Montélimar, dans un village qui s'appelle Rochemort, qui existe, j'ai vérifié, se trouve un notaire, le notaire Laragne. C'est déjà un nom qui est un programme, Laragne, que les époux voudraient voir de plus près, les époux voyageurs voudraient voir de plus près, parce que une habitante du village leur en a fait un portrait. Il ne sort qu'à la nuit, il est un peu piqué. Alors ils ont envie de le voir, et alors, ils vont malheureusement pas réussir, mais voici les quelques lignes consacrées au personnage. Ce sont donc les époux voyageurs. Ils s'imaginaient quelques personnages sortis d'un roman. Ils sautilleraient dans son étude en jonglant avec ses dossiers. Mais après avoir sonné 2 fois en vain, ils entrevirent une face triste à une fenêtre. Une main écartait un rideau déchiré, des yeux malades regardèrent les touristes, et le visage oscilla 2 fois lentement, de droite à gauche, non, non. Voilà que je vous dis brièvement sur le droit. Quelques points divers pour évoquer encore d'autres activités de Marie Guévers. Elle a écrit un almanach, je vous donne le titre complet, parce qu'il n'est pas évident à retenir par cœur. Almanach perpétuel des fruits offerts au signe du zodiaque. C'est tout à fait passionnant. Ce sont des indications historiques et géographiques sur les signes du zodiaque. Il y a un chapitre sur chaque signe.
Et chaque chapitre comprend un conte relatif au signe en question, un conte européen, c'est le plus souvent européen, mais il y a aussi des contes chinois et des contes indiens. Voilà, et alors le thème, pas le thème, mais l'histoire est légèrement présente dans l'œuvre de Marie Guevers, d'abord dans Château de l'Ouest, parce que c'est là qu'elle raconte les années qu'elle a passées en exil pendant la guerre de 14. Donc c'est intéressant de voir la petite colonie belge qui vit dans une localité française, dans une localité hollandaise, pas très loin de la frontière, dans l'île de Walcheren. Et alors, il semble aussi, en tout cas d'après les commentateurs, que la Grande Marée, donc cette histoire de débordement de l'Escaut extrêmement violent qui cause des dégâts épouvantables et où la population s'unit, arrive à limiter les dégâts et puis à reconstruire, etc., cet ouvrage a été écrit pendant la guerre. Et selon les commentateurs, son idée était de valoriser le pays, en espèce la Belgique, qui avait été humilié par la défaite de 1940. Un mot enfin pour terminer sur ses écrits relatifs à ses voyages au Congo. L'ouvrage, enfin un des ouvrages s'appelle Plaisir de parallèle, et ce dont je vais uniquement, la seule chose dont je vais vous parler, c'est pour faire un parallèle avec Céline. C'est une partie, parce qu'elle y consacre plusieurs pages, je vous dirais qu'une petite partie de ce qu'elle écrit là-dessus, sur son voyage pour aller au Congo. On ne va pas au Rwanda directement, il va passer par Matadi et Lobito, que vous entendiez les communiquer à la radio quand nous étions plus jeunes. La malle Baudouin arrivant de Matadi et Lobito sera cet après-midi au numéro 43 des Bassins, ou des quais de l'Escaut, à votre choix. On faisait donc un voyage jusqu'à Matadi qui durait une quinzaine de jours. Alors, voici l'extrait, encore une fois il y a plusieurs pages, l'extrait que j'ai choisi, qui est bien en correspondance avec le tempérament de Marie Guevers. On va là-bas pour faire son métier, et les listes des passagers indiquent les professions les plus diverses. Gouverneurs de province, médecins, ingénieurs, colons, missionnaires, fonctionnaires de tout service. En y réfléchissant, je découvris que ma sympathie allait aux gens qui paraissaient aimer la mer, et pour honorer l'océan, je leur attribuais en idée les plus belles cabines où l'on pouvait le mieux jouir de la navigation. Je m'étais vite aperçu que les passagers jouissaient peu de la navigation. Cependant, le voyage exigé par leur profession en Afrique est une belle aventure. Non seulement le manger et le boire nous sont offerts, mais simultanément le dormir, le bouger est le plus captivant des spectacles. Comment insensiblement la mer du Nord aux eaux troubles, la Manche, puis l'Atlantique verdâtre au large de la France se sont-ils changés en toute cette bleuité. Et alors, pourquoi est-ce que j'ai parlé de Céline? Parce que je ne peux pas m'empêcher de faire le rapprochement avec un passage consacré par Céline dans Le voyage au bout de la nuit à son propre trajet vers l'Afrique. C'est que Céline a fait son devoir en 14, a été très gravement blessé dès le début de la guerre, a été réformé, parce qu'il avait quelque chose, 80% d'invalidité permanente, et alors il a été envoyé par une compagnie privée en Afrique pour y travailler. Et bien sûr, là aussi, il a pris le bateau. Alors le trajet décrit par Marie Guevers, où tout le monde il est beau, tout le monde est gentil à peu près, voilà ce que ça devient chez Céline. Vous allez voir. Mais dès après les côtes du Portugal, les choses se mirent à se gâter. Irrésistiblement, certains matins au réveil, nous fûmes comme dominés par une ambiance d'étuve infiniment tiède, inquiétante. L'eau dans les verres, la mer, les draps, notre sueur, tout, tiède, chaud. Désormais impossible, la nuit, le jour, d'avoir plus rien de frais sous la main, sous le derrière, dans la gorge, sauf la glace du bar avec le whisky. Alors un vil désespoir s'est abattu sur les passagers de l'amiral Bracton, condamnés à ne plus s'éloigner du bar, envoûtés, rivés au ventilateur, soudés aux petits morceaux de glace, échangeant menaces après cartes et regrets en cadence incohérente. Ça n'a pas traîné. Dans cette stabilité désespérante de chaleur, tout le contenu humain du navire s'est coagulé dans une massive ivrognerie. On se mouvait mollement entre les ponts comme des poulpes au fond d'une baignoire d'eau fadasse. C'est depuis ce moment que nous vîmes à fleur de peau venir s'étaler l'angoissante nature des Blancs, provoquer, libérer, bien débrailler enfin leur vraie nature, tout comme à la guerre.
Je ne vais pas terminer sur cette note-là, mais en vous livrant une brève réflexion de Marie Guevers dans Vie et mort d'un étang. Voilà, et on terminera là-dessus. N'allez pas dormir trop vite, les soirs où le grillon chante, écoutez-le encore, encore, encore. Respirez les fugitifs et délicats parfums de l'automne jusqu'au fond de l'âme, encore, encore. Quand le bonheur fuira, ce sera comme pour l'étang, il ne vous restera au cœur que les reflets. Merci.